Fort libre indépendant, voici votre animateur Distoman. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Shadowban Show, édition du 1er novembre 2023, une présentation de radioimpact.ca. Le concept ici, zéro levée de fonds, zéro publicité, zéro base militante. Un monde qui échappe à tout contrôle. C'est ces termes-là que Walter Rawson Mead, chroniqueur au Wall Street Journal, a utilisé à l'émission The Global View. Alors, concernant les derniers développements géostratégiques, c'est pas difficile de comprendre pourquoi, parce que juste au cours des 48 dernières heures, eh bien, des combattants houthis ont tiré sur Israël depuis le Yémen. Bon, une frappe israélienne a touché le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, tuant un haut commandement du Hamas ainsi que des civils palestiniens. Le directeur du FBI, Christopher A. Wray, a averti les sénateurs américains que la guerre entre Israël et le Hamas augmenterait les risques d'une attaque terroriste contre le territoire américain, et également à tout autre niveau. Israël a disparu du jour au lendemain de la carte du moteur de recherche chinois Baidu. Ça, c'est Jennifer Zeng qui nous l'a appris. Le premier ministre égyptien Madbouldi a déclaré que l'Égypte était prête à sacrifier des millions de vies pour s'assurer que personne n'empiète sur son territoire. Il a rejeté toutes les demandes d'installation des réfugiés palestiniens en Égypte. Mesdames et messieurs, la spirale guerrière semble s'accélérer et tout ça, on dirait que c'est pas sur le point de s'arrêter. Alors, je vous le dis que, bon, j'essaie de suivre le cours des événements à leur près, du moins dans les trucs les plus importants, et j'essaie de vous offrir une revue du jour à ma façon, bien entendu, en mode radio et maintenant en mode vidéo sur X, également sur mon site Internet en utilisant l'onglet SitRep Express. Avez-vous essayé la nouvelle formule avec le son impeccable que j'ai diffusé hier sur X? En mode radio, on est maintenant capable de faire des transferts de son, de vous arriver avec des extraits de médias importants. C'est plus du tout la même bébite, là. Alors, dans l'actualité, eh bien, il faut se dire qu'il y a énormément d'intérêts impliqués dans le projet du tramway de Québec. Ben oui, des intérêts financiers d'abord et avant tout. On vous fait, embarquer dans un mirage écologique pour faire de l'argent avec votre naïveté. L'argent amène le monde, c'est sûr. Puis le monde, il est crissement petit à Québec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette histoire du tramway-là? Il y a beaucoup de gens qui voulaient que je me prononce là-dessus. Moi, je trouve ça insignifiant parce que d'abord et avant tout, le tramway de Québec, c'est une crise de leadership. Il n'y a pas de politiciens dignes de ce nom au Québec. On a les restants des restants, OK? Les gens qui sont compétents, qui sont capables de faire de l'argent, de mener des gros projets, ils ne veulent pas y aller en politique. Ça ne leur tente pas du tout de se ramasser la face à TVA à 18 heures. OK? Ils n'en ont rien à foutre de ça. Ils préfèrent leur anonymat, ils mènent la business par en arrière, c'est des gens intelligents, ils n'iront pas se crisser là. Fait que les preneurs de décision, comme dans le cas du maire de Québec, semblent être, comment je pourrais dire, un peu victimes d'une machine derrière qui tire les ficelles. Il va falloir mettre le doigt dessus une fois pour toutes. C'est quoi l'aimant destructeur qui essaie de s'emparer de nos sociétés comme ça? Est-ce que c'est le gang de Davos? Est-ce que c'est juste une gang, je sais pas moi, de firmes d'ingénierie, de compagnies qui essaient de profiter des largesses des finances publiques? Je pense pas. Moi, je pense que d'autres choses, il va falloir vraiment mettre le doigt dessus.
Il y a eu des développements importants en Finlande. Vous allez dire, la Finlande, j'en ai rien à foutre, mais il y a un truc important derrière tout ça en Finlande. Alors, le tribunal du district de Päijät-Tavestland a prononcé des condamnations pour divers crimes commis avec une intention terroriste qui était liée à un complot d'accélération déjoué qui impliquait l'utilisation d'armes à feu qui étaient imprimées en 3D. Wow! Alors, la peine la plus lourde a été prononcée à l'encontre de certains Vigyam Lori Antero Niemann, âgé de 29 ans. C'était le chef de file de ce réseau-là. Alors, 3 ans et 4 mois de prison pour 2 infractions graves liées aux lois sur les armes à feu pour avoir participé à un entraînement en vue de perpétrer un acte terroriste. Alors, Niemann a fabriqué des armes de type FGC-9, des carabines semi-automatiques de calibre, pistolet, probablement des 9 mm, à l'aide d'une imprimante 3D. Et il a également été reconnu coupable d'infractions liées à la drogue. Alors, les communications entre lui et, les 3 autres qui étaient dans le coup, ça a servi de preuve importante. Alors, le tribunal note l'utilisation de terminologie d'extrême droite dans les conversations entre les accusés, y compris des discussions sur le sabotage et la violence contre les opposants. Il a également été révélé que Niemann avait suggéré de tuer le premier ministre de l'époque, Mme Sarah Sanna Marin, lors d'une conversation par chat. Le gars n'était pas futé, ça allait pas bien dans sa tête. Alors, parmi les autres condamnations figure un gars de 27 ans condamné à 21 mois de prison pour violation grave à propos des armes à feu et vandalisme, un jeune de 22 ans qui a été condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir aidé le Niemann en question, et un homme de 66 ans qui a été condamné à 14 mois de prison pour vente d'armes. Alors, le tribunal a souligné que ces actions-là avaient été menées dans un but terroriste, dans le but de semer une grave peur au sein de la population finlandaise. La décision, c'est sûr qu'elle n'est pas encore définitive, et tout ça, ça peut faire l'objet d'un appel. La Colombie. Là, on se transporte dans l'actualité au Moyen-Orient. Vous voulez du Moyen-Orient? On va en avoir en hostie à soir. Alors, la Colombie vient d'annoncer qu'elle appellerait son ambassadeur en Israël à revenir pour des consultations. Le président Gustavo Petro a déclaré « Si Israël n'arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pourrons pas en être là. » Alors, tout ça survient juste après que la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël de façon probablement définitive. Pendant ce temps-là, le ministère chinois des Affaires étrangères nous dit « La cause du conflit israélo-palestinien réside dans l'occupation des territoires palestiniens et cette injustice doit être éliminée. » Alors, les Chinois vont faire quoi? Envoyer une force de stabilisation là-bas? Ça pourrait être intéressant de regarder ça quand même. Une solution à 2 États? Peut-être. Peut-être que je vais recevoir quelqu'un ici dans mon Shadow Ban Show, excusez-moi, je déparle la soir, qui va nous parler de tout ça. Peut-être une personne d'origine israélienne. On ne sait pas. Peut-être que tout ça va se concrétiser. J'ai des demandes en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères et Erdogan, ils ont discuté des derniers développements à Gaza en Turquie. Erdogan joue des 2 bords du terrain. Alors, la Turquie, il faut se rappeler qu'elle soutient l'Iran via un système de contournement des sanctions. Écoutez, la Turquie aide les combattants de l'armée islamique et également aide à se financer. La Turquie a quand même acheté des missiles S-400 fabriqués en Russie. Et le Hamas et le massacre en Israël, la Turquie, ça n'a pas l'air de déranger Fait qu'écoutez, c'est bizarre ce qui est en train de se passer du côté turc. Il y en a beaucoup qui se demandent, coudonc, est-ce que la Turquie va sortir de l'OTAN? Quand même assez spécial comme histoire. Le journal iranien, avec un nom totalement incompréhensible, mais en tout cas, je vais essayer de le faire, du nom de Farik Tegan. On est dans les noms pas faciles. Alors, affirme, la majeure partie des importations de pétrole brut vers Israël s'effectue via 3 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, à savoir la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Et la valeur totale des charges commerciales entre ces 3 pays avec Israël est d'à peu près 11 milliards de dollars américains. Alors, là, on voit la propagande de l'Iran qui s'accélère via, premièrement, l'ayatollah Khamenei, chef de la révolution islamique iranienne, qui affirme « Le monde islamique ne doit pas oublier que dans l'histoire fatidique de Gaza, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se sont opposés au peuple palestinien
opprimés et à l'islam. Alors, le guide suprême iranien, eh bien, il a appelé les pays musulmans à tout simplement cesser de fournir du pétrole et de la nourriture à Israël. Ça, c'est quand même assez grave. Alors, il y a des projets de loi qui visent à étendre les sanctions contre le pétrole iranien. Bon, il faut dire que les alliés, entre parenthèses, américano-israéliens et britanniques, eh bien, ils s'activent. Il y a une loi bipartisane qui s'appelle Stop Harboring Iranian Petroleum, la loi SHIP, qui est présentée par le député Mike Lawler, un républicain de New York, qui vise à sanctionner les entités de l'industrie pétrolière iranienne. Tout ça, ça va être soumis au vote de la Chambre des représentants cette semaine. On peut se dire que ça va passer comme du bon en poil. Alors, là-dedans, les législateurs républicains et démocrates qui ont critiqué l'assouplissement des sanctions iraniennes par l'administration Biden en septembre, eh bien, eux autres ont dit que les exportations de pétrole iranien ont augmenté en raison d'une hausse des achats de la part des Chinois. Alors, pourquoi c'est important tout ça? Parce que là, il y a des choses qui s'accélèrent. Mesdames et messieurs, il n'est pas certain à ce stade que de nouvelles sanctions contre l'Iran soient quand même efficaces parce que la Chine va continuer d'acheter du pétrole quand même relativement bon marché aux Iraniens. Bon, on peut se dire que les sanctions n'ont pas réussi à paralyser l'économie russe après l'invasion de l'Ukraine. Alors, avec l'affaiblissement perçu du hard power américain, le soft power, eh bien, est peut-être en train de perdre de son efficacité et c'est là qu'on est en train peut-être de se dire que le soft power avec des sanctions, ça ne fonctionne plus du tout. Alors, on va donner peut-être toute la place aux solutions militaires. Il y a des attaques terroristes du Hamas sur le sol américain qui seraient possibles, selon le directeur du FBI, Christopher Wray, qui a déclaré ça. Bien, lui, il dit que les attaques terroristes inspirées par le conflit entre Israël et le Hamas sont susceptibles de se multiplier lors de son témoignage devant la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure des affaires intergouvernementales sur les menaces qui pèsent sur le peuple américain. C'est ça qu'il a dit. Alors, Wray a ajouté que le FBI ne pouvait pas exclure la possibilité que le Hamas ou toute autre organisation, par exemple, comme le Hezbollah, qui sont déjà présents aux États-Unis, puissent effectuer de telles attaques contre des infrastructures critiques, des installations civiles et militaires et des installations religieuses juives qui restent quand même des cibles privilégiées pour ces groupes-là. Joe Biden va accueillir les dirigeants latino-américains lors d'un sommet. Bien oui, écoutez, il faut dire également que notre empereur bien-aimé, Justin Trudeau, sera présent lors du sommet du Partenariat pour la prospérité économique des Amériques qui va se dérouler vendredi le 3. Alors, c'est dans vraiment pas long. Au cours duquel, eh bien, il va présenter les Américains comme étant un partenaire alternatif à la Chine pour ce coin-là. Alors, le sommet devrait se concentrer sur la construction de chaînes d'approvisionnement plus résistantes pour les minéraux critiques et les semi-conducteurs. C'est intéressant. Alors, pourquoi c'est important tout ça? L'intention de Joe Biden, de présenter les États-Unis d'Amérique comme une alternative stratégique aux Chinois, ça risque d'être entravé par la position moins critique de la Chine à l'égard de l'aide étrangère. Alors, l'histoire de l'intervention américaine dans cette région-là pourrait également constituer un obstacle pour les pays d'Amérique latine dont les gouvernements se sont régulièrement opposés à l'interventionnisme américain dans le passé dans ce secteur-là. Une petite pause musicale et je vous reviens tout de suite après. Il y a plusieurs nouvelles qui traînent un peu partout et qui sont analysées par personne. Et c'est un peu mon travail ici de vous présenter ça. Parce que si j'arrive toujours avec les mêmes trucs, le go, le tramway, le virus, tout le temps le virus, les vaccins, c'est tellement facile de parler de vaccins pour aller chercher de l'attraction sur Internet. On le sait que les vaccins, c'est de la merde. Tenez-vous loin de ça, dites non et ça n'en finit là. Mais il y a d'autres trucs à analyser. Et souvent, ces trucs-là occasionnent des guerres ou des conflits importants ou voire même des problèmes commerciaux. Alors, les échecs des énergies renouvelables sont l'occasion d'une remise en valeur de l'énergie verte. Selon certains,
Il faut dire que les projets d'énergie solaire et éolienne, ça n'a pas tenu leurs promesses, mais pas du tout. Ce qui a incité plusieurs États à donner une nouvelle image au nucléaire, au gaz naturel et à la biomasse en tant que source d'énergie renouvelable. Alors ça, c'est intéressant. Alors, plus de 2 tiers des États américains ont des normes juridiquement contraignantes en matière de portefeuille d'énergie renouvelable. Alors, tout ça, ça exige qu'un certain pourcentage de l'électricité provienne des énergies renouvelables. Alors, les législateurs de Caroline du Nord, le premier État du Sud-Est à s'être doté d'une politique en ce sens, ont passé outre un veto en octobre pour donner au nucléaire son statut d'énergie verte. Et il y a d'autres États, comme le Ohio et la Virginie, qui incluent désormais le gaz naturel et la biomasse dans les énergies renouvelables. Alors ça, le Québec pourrait le faire, mais ils ne le feront pas parce que c'est des hosties de crinqués green capotés à l'os bien raide vendus sur Hydro-Québec. Eux autres, ils veulent nous vendre de l'électricité dont le prix va s'accentuer de plus en plus. Ils veulent nous étrangler. Pourquoi c'est important tout ça? C'est important de se poser la question. Alors, la hausse des taux d'intérêt et la réalité ont heurté de plein fouet toute l'idéologie green. Toute cette fausse idéologie énergétique-là qui était basée sur quoi? Dans le fond, sur des taux d'intérêt très bas. Alors, il y a plusieurs législateurs qui pourraient élargir la définition de l'énergie verte. Parce que l'énergie solaire et éolienne, ça continue de décevoir. C'est pas performant du tout. Et il y a des compagnies d'électricité qui doivent toujours se conformer aux normes en matière de portefeuille d'énergie renouvelable. Alors, écoutez, on pourrait faire le move ici au Québec. Sortir plus de gaz naturel et dire que c'est une énergie renouvelable. On est capable d'opérer du gaz naturel de façon qui est propre, mais pas à Montréal. Le Parti communiste chinois, ils sont dans le trouble et se cherchent un nouveau modèle financier. La Chine crée un super régulateur pour superviser les institutions qui vont serrer les contrôles. Ils vont tenter de réduire la corruption et de contenir les risques pendant une période de croissance qui est vraiment lente pour les Chinois. Alors pourquoi c'est important tout ça? La question principale est la suivante. Est-ce que ça va fonctionner, ce truc-là? Alors, la Chine a signalé un nouveau renforcement du contrôle centralisé du Parti communiste sur son secteur financier qui gère quand même 61 000 milliards de dollars lors d'une conférence politique quinquennale étroitement surveillée qui a mis en garde contre une gouvernance faible, généralisée et les risques profondément enracinés dans le secteur. La conférence centrale du travail financier de 2 jours, présidée par le président Xi Jinping, rien de moins, s'est tenue alors que Pékin cherche un nouveau modèle de croissance économique tout en étant aux prises avec une reprise qui est crissement anémique, la post-COVID, de coronavirus, et des incertitudes géopolitiques qui ne font qu'augmenter. Les dépenses d'infrastructure soutiennent l'économie américaine, oui, mais tout ça, c'est de la dette. Alors, l'argent, provenant de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois, le fameux Infrastructure Investment and Jobs Act, d'un montant de plus de 1 200 milliards adopté en 2021, a fait son chemin dans l'économie. Ça a stimulé les dépenses d'infrastructure des États et des collectivités locales au cours du 3e trimestre en 2023. Les investissements dans l'infrastructure réalisés par Biden, bien que, ça fait commencer tout ça, ça a quand même des retombées relativement positives et on peut s'attendre à ce qu'il y en ait encore plus en 2024. Alors, c'est pour moi qui le dis, c'est James Humpley, PDG de la société Caterpillar, qui a dit ça lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. Alors, il faut se dire par contre que la demande américaine d'équipements de construction a peut-être déjà atteint son apogée parce que les stocks des concessionnaires Caterpillar ont augmenté pour le 3e trimestre consécutif, tandis que le carnet de commandes de l'entreprise s'est réduit. Pourquoi c'est important tout ça? Ça, c'est vraiment important d'analyser ça. Parce que tout ça, on va le vivre au Canada. Alors, les dépenses d'infrastructure des États et des collectivités locales devraient rester supérieures à la moyenne l'année prochaine. Et tout ça, ça pourrait aider les fabricants d'équipements de construction, notamment des compagnies comme Caterpillar, le numéro 1 mondial, et quand même emblème de l'industrie au niveau des équipements lourds. Alors, en outre, les dépenses publiques, il y a une composante de la production économique globale qui pourrait stimuler le produit intérieur brut et masquer une récession, bien que l'Américain moyen pourrait en subir les frais. Le plan Biden pour l'Alaska est une menace pour les forages futurs. Les défenseurs de l'industrie pétrolière, ils ont déclaré que les changements proposés par l'administration Biden à la Réserve nationale de pétrole de l'Alaska, tout ça, ça pourrait contrecarrer les efforts de développement dans une région qui est quand même riche en pétrole brut. Écoutez, le président de ConocoPhillips Alaska, Eric Isaacson, a déclaré que la nouvelle règle
présume que les permis ne devraient pas être délivrés pour la production d'énergie, sauf dans des circonstances qui ne sont pas définies. Alors, c'est pas clair tout ça. Pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Vous allez me dire ça par rapport. Non, non. Tout ça, c'est le grand plan. Cette nouvelle modification-là de la Réserve nationale de pétrole d'Alaska, ça porterait un coup sévère à l'approvisionnement futur en pétrole, ce qui est conforme à la stratégie énergétique de l'administration Biden qui vise à forcer l'adoption d'énergie alternative verte. Oui, le bonhomme est complètement défoncé. L'ancien président Trump a intenté une action en justice contre le secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson, afin de bloquer les efforts qui visent à l'exclure du scrutin de 2024 dans le Michigan. Les avocats de Trump ont fait valoir que le manque de certitude de Benson quant aux efforts déployés pour exclure l'ancien président du scrutin de 2024 dans le Michigan, ça avait une incidence sur l'affectation des ressources de la campagne de Donald Trump. Pourquoi c'est important tout ça? Alors, Trump passe à l'offensive dans le Michigan après qu'un juge de cet État-là a déclaré qu'il n'avait pas la qualité pour se joindre à cette action en justice. Mais il l'a fait dans le Colorado et dans le Minnesota, comme dans les affaires du Colorado et du Minnesota qui doivent commencer cette semaine. Il faut s'attendre à ce que toute décision contre Trump soit portée devant la Cour suprême, probablement sous la forme d'une pétition d'urgence qui vise à régler la question juridique du 14e amendement de la Constitution qui disqualifie Trump du scrutin avant le début des élections générales en 2024. Et ça, c'est grave. Le Fonds monétaire international a publié son rapport semestriel sur la stabilité financière dans le monde. Tout ça, ça souligne que les banques centrales du monde entier pourraient avoir besoin de maintenir des taux d'intérêt élevés pour lutter contre l'inflation, mais que des taux plus élevés, ça va augmenter la pression sur les économies nationales. Alors, quand vous voyez un gars, admettons comme le gros qui vous dit « fais-toi-en pas, les taux vont baisser », bullshit! Ces gens-là vous mentent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a plein de gens importants qui en parlent sur une multitude de réseaux, c'est pas prêt de baisser. Alors, les tensions aiguës dans le système bancaire mondial se sont atténuées, écrivent les auteurs du Fonds monétaire international, mais il y a un ressentiment qui est important et tout ça, ça cause un resserrement brutal des conditions financières. Ça pourrait mettre à l'épreuve le système financier international. Alors, l'optimisme est de mise quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie internationale, un ralentissement de la croissance sans récession. Ça a l'air que le Canada entre en récession. Au Québec, on sent que ça va plus bien, malgré la hausse des taux d'intérêt selon le rapport du Fonds monétaire international. Alors, pourquoi c'est important tout ça? Même avec des taux d'intérêt plus élevés, l'inflation va rester élevée dans de nombreux pays pour deux raisons. Premièrement, ce cycle inflationniste est alimenté par l'offre en raison de pénurie et non d'un excès de la demande des consommateurs. Les banques centrales n'ont pas de contrôle, ils contrôlent que sur la demande des consommateurs. Ils ne peuvent pas augmenter l'offre de produits de base ou réparer des chaînes d'approvisionnement qui sont défaillantes. Deuxièmement, les gouvernements sont les plus gros emprunteurs, sans se soucier des taux d'intérêt et sans avoir l'intention de rembourser leurs dettes. Imaginez-vous si vous feriez ça. Avec l'expansion guerrière, les gouvernements vont emprunter et ils vont dépasser davantage leur capacité d'emprunt. Ils vont dépenser sans penser, ce qu'ils font en ce moment. Tout ça, ça fait augmenter l'inflation. Alors, on retourne au Moyen-Orient. Il y a des opérations terrestres israéliennes dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes se sont avancées sur Beit Hanoun, dans la bande nord-est de Gaza, pour y mener des opérations de nettoyage. Les forces israéliennes ont également étendu leur position le long de la ligne côtière de la bande de Gaza au nord-ouest. Les médias locaux et les milices palestiniennes ont affirmé, engager les forces israéliennes qui se déplacent vers l'ouest, au sud de la ville de Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les forces terrestres avaient percé les premières lignes de défense du Hamas au nord de la bande de Gaza. Alors, selon lui, l'opération terrestre se déroule comme prévu. On a pourtant vu des chars Merkava prendre des impacts de missiles anti-chars en pleine gueule. Alors, lui, il dit... Grâce à une planification préalable, des renseignements précis, des attaques conjointes depuis la terre, les airs et la mer, nos forces ont percé les lignes de défense du Hamas au nord de la bande de Gaza. Les gouvernements américains et occidentaux prévoient une Gaza post-Hamas. Il faut se le dire, ils préparent déjà l'après-Hamas. C'est quand même un peu présomptueux de leur part. C'est pas encore gagné. Alors, selon le secrétaire d'État, l'agent Soros, Blinken, les Américains et d'autres pays envisagent toute une série de permutations possibles pour la bande de Gaza une fois que les militants du Hamas
eh bien, sont tous morts. Alors, Blinken aurait déclaré lors d'une audition de la Commission sénatoriale des finances que le statu quo à Gaza ne pouvait perdurer et qu'Israël n'était pas intéressé par la question du territoire palestinien parce qu'ils ne veulent pas le gérer. C'est simple, ils ne veulent pas gérer ça. Alors, l'une des options possibles, c'est la mise en place d'une autorité intérimaire multinationale sous le contrôle des Nations unies. Ça pourrait peut-être intéresser les Chinois, ça. Pourquoi c'est important tout ça? C'est clair que les pays occidentaux, ils ne croient pas que les Palestiniens puissent gouverner la bande de Gaza, quelle que soit la fin de cette guerre-là. Dans ce cas-là, à moins d'un exode forcé du peuple palestinien, bien un organe du gouvernement qui devrait être mis en place pour rétablir l'ordre et quand même les services de base. Ça prend de l'eau, du courant, des chiottes. Alors, il y a une autorité intérimaire des Nations unies qui semble être une solution probable, même si elle risque de ne pas être acceptée par Israël et si elle est composée de militants pro-Hamas. Alors, Blinken a souligné que la participation de l'armée américaine à une mission de maintien de la paix n'était pas envisageable. La probabilité que ce conflit-là soit résolu à court terme, c'est nul. On vous le dit tout de suite, c'est fuck all. Ça va augmenter en spirale. Pendant ce temps-là, eh bien, on s'en va en extension, bien entendu. Les Ewoks du Yémen ont déclaré la guerre à Israël. Le gouvernement des Houthis du Yémen a déclaré la guerre à Israël mardi. Alors, il y a un porte-parole des Houthis qui a déclaré dans un communiqué télévisé que son armée, eh bien, avait tiré un certain nombre de missiles balistiques sur Israël et qu'il y aurait d'autres attaques qui s'en venaient. Il est quand même coquille, le gars, là. Alors, la Jordanie a indiqué mardi qu'elle avait intercepté un missile de croisière terrestre tiré par les Houthis en direction d'Israël. C'est cool de leur part. Pourquoi c'est important tout ça? La déclaration de guerre des Houthis pourrait être la première de plusieurs pays pro-palestiniens à joindre à la lutte contre les Israéliens en soutien au Hamas. Si les Houthis ont une capacité limitée à approcher leurs forces sur le territoire israélien, ça c'est quand même, il faut dire que c'est pas si important que ça. Les Houthis, là, ils disposent en revanche de missiles et de drones d'attaque iraniens. Une complication potentielle pour les Israéliens compte tenu des récentes déclarations des responsables israéliens selon lesquelles ils commencent à être à court de munitions pour la défense antimissile du dôme de fer. Alors, tout ça, ça va être à suivre. Plusieurs péripéties qui nous attendent. Également, qu'est-ce qui va se passer avec le Hezbollah au nord? Est-ce qu'ils vont foncer depuis le sud du Liban vers Israël? Ça semble peu probable. En Syrie, on se fait bombarder à tous les jours. La routine habituelle, quoi. Alors, voyez-vous, c'est un travail de moine de suivre tout ça et je pense qu'on le fait quand même assez bien ici. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je serai de retour demain soir 21h en mode radio. C'est beaucoup moins laid de regarder un distomane quand on ne le voit pas. Non, j'ai mal formulé ma phrase. Non. Quand Distoman n'est pas à l'écran, les appareils s'en portent mieux. Sur ce, mesdames et messieurs, take care et on se revoit demain soir, 21h en mode radio.